José Fernandez, bonjour José. Bonjour Cédric. Vous êtes directeur de l'offre financière et des études patrimoniales de l'UFF. Vous venez de mener une étude sur les jeunes et le patrimoine. Déjà, pourquoi vous êtes penché sur les jeunes, sur la façon dont ils abordent ces questions patrimoniales ? Alors depuis 2009, l'UFF réalise en collaboration avec l'IFOP l'Observatoire de la clientèle patrimoniale. Donc on a quelques années derrière nous maintenant. On essaye de suivre un peu le comportement de cette cible. Et cette année, pour la première fois, on a cherché à zoomer un peu sur des populations un peu plus spécifiques pour essayer d'avoir un petit peu plus de granularité sur les motivations de ces populations, sur le patrimoine et l'argent. Donc on a lancé en mars une étude sur les femmes et l'argent. En novembre, on interrogera les seniors pour leur patrimoine. Et puis donc aujourd'hui, on a interrogé les jeunes ou plus précisément les 25-35 ans, sur leur patrimoine. Bon, on va bien évidemment se pencher sur les détails de cette étude, mais d'abord, la définition, est-ce qu'ils ont, ces jeunes, une claire définition de ce que c'est que le patrimoine ou qu'avoir du patrimoine ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les jeunes sont parfois très traditionnels. Et alors, pour eux, avoir du patrimoine, c'est avant tout avoir de l'immobilier. Et en particulier, détenir sa résidence principale. Voilà. Donc pour eux, c'est détenir du patrimoine, c'est avoir de l'immobilier et les autres items arrivent vraiment très loin derrière. Donc ça veut dire qu'on a quand même une connotation très forte de cet immobilier. On le sait sur la population française, mais aussi sur cette cible de population de 25-35 ans. Bon, du coup, une fois qu'ils ont cet objectif, être propriétaire, comment font-ils, comment envisagent-ils de se mettre en marche pour finalement constituer ce patrimoine, acheter peut-être cette résidence principale avant peut-être de développer par la suite? Alors quand on interroge les jeunes, 69% d'entre eux déclarent qu'ils n'ont pas de patrimoine. Donc on se dit, ils vont essayer de le constituer. Mais parmi ces 69%, on en a tout de même 37% qui indiquent ne pas avoir les moyens de se constituer un patrimoine dans 5 à 10 ans, ce qui est quand même assez inquiétant. Alors même que les taux sont si bas. Alors même que les taux sont bas. Alors encore une fois, acheter sa résidence principale, c'est aussi un budget assez conséquent. Il peut y avoir d'autres étapes en termes d'acquisition immobilière préalable. Les jeunes connaissent assez mal les SCPI qui ont dit qu'il y a d'entrée assez faible. Donc il y a toute une méconnaissance un peu des possibilités. Néanmoins, un tiers d'entre eux déclarent quand même épargner environ 250 € par mois pour se constituer un patrimoine. Et 56% d'entre eux pensent qu'ils vont avoir la capacité à se constituer un patrimoine dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Vous mettez en avant le fait qu'ils ne maîtrisent pas certaines subtilités qui peut-être peuvent paraître simples pour quelqu'un qui est plus aguerri dans le monde patrimonial. Vous avez réussi à percevoir finalement la façon dont ils sont, sinon formés, du moins peut-être informés ou au courant des... Enfin, est-ce qu'ils ont une culture financière, patrimoniale ? Alors, on le sait, quelques études ont montré que les Français avaient globalement une culture financière qui était un peu plus faible que certains de leurs voisins européens. On est même avant-dernier d'Europe, pour le dire clairement. On est même avant-dernier d'Europe. J'ai essayé d'être un petit peu plus diplomate. Les jeunes n'échappent pas trop à cette règle-là. C'est intéressant parce que lorsqu'on leur demande, à votre avis, combien faut-il pour se constituer un patrimoine, spontanément, la plupart disent qu'il faudrait environ 600 ou 650 € pour se constituer un patrimoine. Or, ils investissent 250 €. Et quand on leur dit, mais alors, si vous aviez 3 choix entre investir 800 € par mois pendant 5 ans, 400 € par mois pendant 10 ans ou 200 € par mois pendant 20 ans, que choisiriez-vous ? Eh bien, 6 sur 10 font le mauvais choix, c'est-à-dire qu'ils font le choix de la somme la plus importante sur la durée la plus courte. Et donc, c'est cette méconnaissance du principe des intérêts composés qui fait que on leur explique que 200 € par mois, même si ça semble une somme assez faible, au bout de 20 ans, on peut se constituer plus de 58 000 € de capital. Tout en continuant à vivre. Voilà. Tout en continuant à vivre, absolument. Et donc, dans cet imaginaire collectif, il faudrait tout de suite investir 800 € et on se dit, je le laisserai pour plus tard. Et puis un peu plus tard, sur 5 ou 10 ans, j'investirai 800 €. Mais malheureusement, il faudrait faire totalement l'inverse et accumuler dès le départ et au plus vite. Les Français, on le sait, ils sont biberonnés au livret A et au fonds en euros. Donc, en gros, avec une culture zéro du risque, la prise de risque. Est-ce que, chez les jeunes, vous décelez un appétit ou une appétence au risque un petit peu plus prononcée ? Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que cette génération, alors qu'on peut appeler génération Y, les millennials, on pourrait se dire que c'est une génération qui a un peu un esprit entrepreneurial, qui a envie un peu de casser les codes, l'ubérisation, etc. Mais finalement, on voit que les jeunes sont
même plus averse au risque que la population française dans sa globalité. C'est-à-dire que lorsque vous demandez à un Français si il a envie de prendre du risque, 56% déclarent qu'ils ne souhaitent pas en prendre ou peu. Les jeunes, les 25-35 ans, sont 72%. Ah oui. Donc c'est quand même assez intéressant. 82% d'entre eux détiennent du livret A. Bon, alors en général depuis le berceau, oui. bien évidemment. On n'en a que 13% qui détiennent des actions. Et je pense que généralement, c'est plutôt au travers des plans d'épargne entreprise ou de choses qui ont été récupérées de la famille. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet sur cette culture du risque. Ça remonte un peu sur la question précédente, sur la culture financière. Hein. C'est-à-dire que le risque n'est perçu que comme... le risque de tout perdre. De perdre son argent. Ouais, exactement. Et donc on n'a pas cette notion de durée, de lissage du risque. Et effectivement, il y aurait beaucoup de choses à leur expliquer sur la mise en place de versements programmés, sur justement des actions, par exemple, qui sont porteuses de rendement à long terme. Le portrait, il n'est pas hyper séduisant quand même. Il y a beaucoup de points comme ça, un petit peu gris, un petit peu ternes. Il y a quand même des aspects positifs où, par exemple, je pense à tout ce qui est numérique. Là, pour le coup, ils doivent être très au point pour aller chercher sur Internet le bon contrat si on leur indique un petit peu quelle est la méthode à suivre. Enfin, j'imagine que la numérisation, là, pour le coup, c'est probablement un avantage de cette clientèle à venir. Ce sont des digital natives. Hein. Donc, eux, ils sont nés avec les nouvelles technologies. Donc, on le sait sur... des opérations qu'on appelle administratives pour la banque ou pour l'argent, à 75% d'entre eux, ils n'utilisent que Internet. Hein, ils ne passent pas par... En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que, on en a 2/3 qui se disent non intéressés par un conseiller financier. Ils ne voient pas tellement l'intérêt d'aller voir quelqu'un pour parler de leur argent, parce que justement, ils estiment peut-être qu'ils n'ont pas ni les moyens, ni la surface financière pour le faire, ce qui peut être d'ailleurs une erreur en termes de jugement. Mais alors, en revanche, dès qu'on commence à toucher à des besoins un peu plus structurants sur la partie du patrimoine, plus de la moitié d'entre eux souhaitent rencontrer un conseiller financier ou un conseiller en gestion de patrimoine, parce que ça ne peut pas se faire par le digital. Et donc il y a quand même cette conscience qu'il y a des problématiques un peu structurantes et complexes qui nécessitent d'avoir des professionnels pour avoir des conseils avisés. Donc les fintechs, c'est pas leur truc comme ça. Alors, les fintechs sont leur truc. Mais pour un certain nombre d'opérations administratives, ils ne s'imagineraient pas aller au guichet d'une banque pour retirer de l'argent ou pour faire un virement. Ça leur viendrait même pas à l'esprit. En revanche, s'ils doivent acquérir une résidence principale, effectivement, on va passer par un courtier, on va passer par son conseiller financier, mais on va pas complètement être enclin à le faire totalement en ligne, pour autant que ça existe d'un point de vue technique. Bon, vous nous avez proposé les grandes lignes des résultats de cette étude, des enseignements que vous avez, ou des points marquants que vous avez pu dénicher. Ça vous amène à quelques conclusions ou pas, d'avoir, vous, parcouru dans le détail l'ensemble de ces données d'enquête? Absolument. D'abord, ça montre que c'est une population qui est bien plus nuancée et que ce n'est pas dans le carcan dans lequel on essaie de les mettre. C'est une population qui est pleine de nuances. Donc c'est-à-dire qu'il faut répondre à toutes ces problématiques. On voit bien qu'il y a un besoin de conseil patrimonial. Donc ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'il y a cette conscience que il faut se diriger vers des spécialistes pour traiter certains nombres de sujets. Et puis ça nous oblige, nous, professionnels du patrimoine, à être beaucoup plus pédagogues, parce que on s'aperçoit que cette culture du risque que l'on n'a pas, que les Britanniques ont, que les Suédois ont, eh bien on a du mal à la mettre en œuvre. Et quoi qu'on en dise, les actions sont quand même le placement le plus rentable sur le très long terme, pour autant qu'on le fasse avec un peu de méthode. Donc il y a un petit peu de travail. Ça veut dire qu'il faut faire plus attention encore quand on est CGP, quand on s'adresse à son client. Il faut être encore plus à l'écoute, encore plus pédagogue, et pas juste... entre guillemets, vouloir lui placer un produit? Alors c'est valable pour toutes les populations, pour tous les clients qu'on a en face de nous, mais d'autant plus effectivement les jeunes qui démarrent, qui commencent à avoir de l'argent et qui, pour certains, n'ont pas encore les fondamentaux en tête sur la gestion de leur patrimoine. José Fernandez pour l'UFF ce matin sur BFM Business. Merci beaucoup, José. Merci Cédric. Bon retour, le CAC